Dans un tokamak comme ITER, pour arriver à chauffer le plasma, faire en sorte que les réactions puissent démarrer dans le plasma, il faut évidemment le confiner. Ça a beaucoup d'autres technologies et concours, mais il faut aussi réussir à injecter de l'énergie. Et parmi les technologies qui viennent injecter cette énergie, on envoie des ondes RF, des ondes radio, à des niveaux de puissance et des niveaux d'énergie extrêmement élevés et à des niveaux de fréquence très très élevés. Et pour arriver à générer cette énergie, on convertit de l'électricité en ondes radio à travers ce qu'on appelle des gyrotrons, qui sont des grands tubes d'amplification. C'est clairement un champ extrêmement scientifique, fondé sur la coopération, aussi bien dans la partie conception que pour l'utilisateur, qui aujourd'hui sont essentiellement des scientifiques, peut-être demain des startups pour des machines qui seront tournées vers la production d'électricité. À côté d'ITER, le CEA a la machine West, qui utilise aussi nos tubes pour déclencher et chauffer ces plasmas. Récemment, on travaille sur les plasmas très longs pour essayer d'atteindre des régimes stationnaires au niveau des échanges entre le plasma et la paroi. Et dans cette optique-là, on teste donc des composants avec les mêmes technologies qu'ITER. Et on a fait un record d'un plasma de 22 minutes de durée. Nos expérimentations permettent de voir comment, sur la durée, ces composants évoluent quand ils sont exposés face au plasma. Et donc de caractériser les éventuels défauts qui peuvent apparaître, de voir comment, même si ces composants finissent par avoir des défauts, ils nous permettent quand même de continuer à faire fonctionner le plasma. Cette thématique-là de test des matériaux du diverteur d'ITER, on l'a fait en collaboration directe avec ITER. Donc on a un accord de collaboration spécifique pour ce sujet-là. Et par ailleurs, on intervient dans le cadre de contrats avec ITER sur divers autres sujets. C'est un projet innovant qui nous permet d'avoir une énergie propre pour le futur. Donc c'est aussi un des engagements forts du groupe Capgemini autour de l'éco-responsabilité. Donc c'est une des conditions qui font ou un des arguments qui font qu'on travaille pour ITER. On peut être vu comme une très grande entreprise. J'imagine qu'on doit être dans les plus grandes entreprises présentes sur le stand. Et il y a effectivement des startups. Je pense que c'est l'essence de l'innovation technologique. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a la capacité, je dis, on a investi 3 milliards dans l'intelligence artificielle. Pour autant, il y a des startups qui sont très avancées dans ce sujet-là. Et donc, on peut aller les chercher parce qu'on a ces connexions-là. De la même façon, on va avoir des spécialistes sur des technologies de niche dans l'industrie nucléaire. Je voyais des technologies sur le vide, des technologies sur la très basse température. Là, le propre d'un grand projet industriel comme ça, c'est d'être en capacité de mêler les compétences de grands groupes comme nous qui vont aller chercher des compétences dans plein d'industries et puis de petites startups, de laboratoires qui vont amener les nouvelles technologies sur le marché. ITER a beaucoup tiré tous les sujets de fusion et on voit aussi aujourd'hui que toutes les startups qui se créent dans le domaine de la fusion sont quand même un peu toutes les enfants d'ITER dans les axes technologiques qu'ITER a permis de tirer et permis de faire maturer. Le niveau d'exigence de la fusion a toujours été très élevé. C'est une des raisons pour lesquelles les industriels sont aussi attirés par ITER. Parce que quand vous avez fait quelque chose, si vous parlez à Thales, si vous parlez à l'Air Liquide, si vous parlez à tous ces industriels qui travaillent avec nous aujourd'hui, il y en a des milliers. Quand vous avez fait quelque chose pour ITER, c'est un peu comme quand vous avez fait quelque chose pour le spatial, quand vous avez fait quelque chose pour le CERN, vous avez une carte de visite, vous avez une vitrine qui est sérieuse. Alors évidemment, le revers aussi de cette médaille-là, c'est que nos exigences sont parfois diaboliques. Ce qui fait qu'on ne peut pas toujours simplement spécifier, envoyer un cahier des charges, passer un contrat, puis attendre que ça arrive. Dans des recherches et des développements comme ça, on est obligé d'établir des partenariats, en fait. On est obligé de suivre, on est obligé de conseiller, on est obligé de reprendre avec eux, on est obligé de corriger. On parlait tout à l'heure de l'enceinte à vide et de sa tolérance. Il est clair qu'on est arrivé à la limite de ce que les industriels mondiaux savent faire dans ce type d'objet et la tolérance qui est demandée pour ces objets-là. On a mis la main à la pâte et on a proposé puis développé les méthodes de réparation de ces défauts de tolérance.